Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle des sorties que j'attends le plus pour le mois de novembre et le mois de décembre 2024, donc les 2 derniers mois de l'année. Comme d'habitude, je vous ai fait une petite sélection à la fois VO et VF, même si je vous avoue qu'en décembre, pour l'instant, il n'y a vraiment pas trop de sorties qui m'ont tapé dans l'œil. Je vous ai quand même regroupé environ 15 livres que j'attends avec impatience. Comme la dernière fois, je vous les ai classés par date, donc du 1er novembre jusqu'au 30 décembre. Et c'est parti, on y va. J'ai des petits résumés ici, bien évidemment, pour pouvoir vous dire de quoi chaque livre parle. En premier, le 1er novembre, on a 2 livres qui m'intéressent, 2 livres en français publiés chez Albin Michel. Alors je veux dire que moi je les ai vus dans le programme du mois de novembre, mais sur internet c'est écrit qu'ils sortent le 30 octobre. Donc je les mets quand même au mois de novembre, parce que peut-être qu'il y a une mise à jour de la date, j'en sais rien. Mais quand j'ai reçu le programme Albin Michel, c'était écrit que ce serait publié en novembre. Donc je vous les mets quand même, de toute façon s'ils sortent le 30 octobre, je les compte, puisque j'ai pas pu en parler dans la vidéo où je parle des sorties du mois d'octobre. Le premier, c'est un tout nouveau Maxime Chatham qui s'appelle Prime Time, et le résumé nous dit: alors que des millions de téléspectateurs regardent le 20h sur la chaîne nationale, un homme masqué, la voix déformée, prend en otage le présentateur vedette. Si le direct est coupé, il le tue. Maxime Chatham orchestre une véritable course contre la montre où s'affrontent le cynisme des médias, les jeux de pouvoir et les scrupules moraux. Jouant avec brio sur les ressorts psychologiques autant que sur l'action, il déploie dans ce nouveau roman tout son art de maître du suspense. J'ai trop hâte, j'adore Maxime Chatham, c'est un des auteurs de thrillers que j'aime le plus, donc bien évidemment que je vais me procurer ce nouveau livre. Et ensuite, autre livre qui sort le 1er novembre, on a Le Talisman de Stephen King et Peter Straub. Celui-ci, c'est une réédition, puisque c'est un livre qui est sorti il y a déjà très longtemps déjà, mais qui va être réédité par les éditions Albin Michel. Dans celui-ci, on y suit le personnage de Jack Sawyer, qui a 12 ans et qui a découvert une porte qui donne sur une autre réalité, celle des territoires, monde parallèle au nôtre, féerique et dangereux. Il entreprend un fantastique voyage à la recherche du talisman pour sauver sa mère qui se meurt, et aussi la reine des territoires que nul ne parvient à tirer d'un sommeil mystérieux. Sautant d'une Amérique hyper réaliste et cruelle aux territoires ensorcelés, affrontant la peur, la solitude et la souffrance, désespéré mais tenace, Jack trace son chemin jusqu'à la victoire finale du bien sur le mal. Voilà, le résumé a l'air trop cool, je comprends pas comment je l'ai pas lu plus tôt, sachant que j'ai très envie aussi de découvrir la plume de Peter Straub. Ensuite, le 6 novembre, on a aussi 2 parutions en français. Le premier, c'est une édition collector de Lightfall. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai pas encore eu l'occasion de lire le tome 2, mais ils sortent une édition collector, publiée donc chez Gallimard Jeunesse. Et celui-ci, le résumé nous dit: dans le monde d'Irpa, Béa vit avec son grand-père, un cochon sorcier fabricant de potions et gardien de la flamme éternelle. Quand il disparaît mystérieusement, la jeune fille doit surmonter son anxiété maladive pour tenter de le retrouver. Sa rencontre avec Cad, un galdurien aussi enjoué qu'intrépide, pourrait bien changer le cours de son destin. Et voilà, j'avais adoré le tome 1, autant l'intrigue que les dessins que j'avais trouvé absolument magnifiques, donc j'ai très envie de craquer pour l'édition collector. Et toujours le 6 novembre, on a un livre que j'ai en VO, parce que je l'ai lu dans une box livresque, mais qui va être traduit aux éditions Stardust, et c'est The Temptation of Magic. Le résumé a l'air très cool, un peu fantasy Dark Academia, et c'est écrit: en tant qu'empyrienne, Nicole a le pouvoir de tuer n'importe quel être surnaturel mortel. Mais son secret doit rester bien gardé, sinon l'éveil, l'organisation qui régit les surnaturels, la forcerait à devenir leur chasseresse, à défaut de l'éliminer comme ils l'ont fait pour sa mère. Pour rester incognito, Nicole se cache dans une petite ville universitaire où elle est étudiante en histoire de l'art. Elle est convaincue que la collection d'art mythologique du manoir local dissimule un dernier message laissé par sa mère, la vérité sur ce qu'elle éveille et un moyen de le détruire pour de bon. Mais avant qu'elle ne puisse l'étudier, Kian McCarter, un surnaturel redoutable, débarque pour mener sa propre enquête. Le collectionneur a été assassiné et un tableau a été dérobé pour servir de monnaie d'échange. Nicole et Kian se retrouvent alors obligés de travailler ensemble. Pour la jeune femme, la situation est délicate. Si sa véritable identité est révélée, Kian n'aura d'autre choix que de la pourchasser à son tour. Car personne ne désobéit à l'éveil, surtout alors que la clé qu'il recherche pourrait lever le voile sur une conspiration qui changerait à jamais le destin des Empyriens. Nicole est tiraillée entre ses impulsions maléfiques et l'attirance qui la pousse vers Kian, mais après avoir passé sa vie à cacher sa vraie nature, qui saurait résister à la tentation de la magie? Ça donne envie, mais le résumé en dit beaucoup, ça je trouve ça un peu dommage. Mais je l'ai pris en audio en plus, donc je vais essayer de le lire pour vous en parler assez rapidement. Ensuite, le 7 novembre, celui-ci, il est pour vous parce que moi, je l'ai déjà lu, mais je l'ai adoré. Et c'est Pocket Jeunesse qui va traduire The Crimson Moss. Donc eux, ils l'ont appelé Heartless Hunter parce qu'il y a 2 noms différents. Et le résumé de celui-ci nous dit: la magie est tombée, venez assister à l'avènement de la Nouvelle République. La République touche à sa fin, les sœurs reines sont tombées et la caste des sorcières avec elles. Celles qui dominaient le pays sont désormais traquées et exécutées, leur magie faiblissant de jour en jour. Descendante d'une lignée de sorcières, Rune est parvenue à conserver son statut au sein de la haute société, mais n'en oublie pas ses origines pour autant. La nuit, elle devient le Crimson Moth, et avec l'aide de ses amis Verity et Alexander, sauve les sorcières des terribles gardes de sang qui ont juré leur mort. Lorsqu'un sauvetage tourne mal, Rune détourne les soupçons en se rapprochant de Gideon Sharp, le plus redoutable chasseur de sorcières du royaume, espérant lui soutirer des informations par la même occasion.
Gideon, lui, a en horreur la superficialité et la décadence que Rune représente. Mais quand il apprend que le Crimson Moss a utilisé les navires marchands de cette dernière pour exfiltrer les sorcières hors de la République, il décide de lui faire la cour pour en savoir plus. Les vrais ennuis commencent quand un amour véritable naît de ce jeu du chat et de la souris, et que chacun découvre que l'autre est bien différent de ce qu'il imaginait. Et vraiment, j'utilise très souvent cette comparaison, mais ce livre, c'est vraiment la vibe de Mr. and Mrs. Smith, en mode on fait semblant d'être ensemble, mais il y a quand même quelque chose qui naît en même temps, et en même temps on est tout bonnement ennemis, et la mission c'est de zigouiller l'autre. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, c'est un vrai Enemies to Lovers dans celui-ci, et la fin est super intrigante, donc trop hâte d'avoir la suite. Et il y a aussi une vibe, bien évidemment, comme c'est chasseurs de sorcières et sorcières, de Serpent and Dove, mais Serpent and Dove, j'avais été assez déçue par les tomes suivants, donc j'espère que ça ne sera pas le cas de celui-ci. Et toujours le 7 novembre, on a un nouveau Christelle Dabos qui sort, qui s'appelle Nous, et celui-ci j'ai trop hâte de le découvrir, parce que j'avais pas été trop fan du dernier Christelle Dabos qui s'appelait Ici et seulement ici, je crois, donc j'espère plus apprécier celui-là, le résumé me plaît plus, donc je pense que ça devrait le faire. C'est écrit « L'instinct est irrépressible et sert le nous ». Mais si le jeune Goliath, un protecteur fracassé, sauve des vies, c'est aussi parce qu'il rêve de devenir saint. Claire, elle, cache derrière son instinct de confidente un secret qui pourrait faire vaciller tout le système. Dans un monde où la bureaucratie instinctive est impénétrable et où les détracteurs du nous œuvrent dans l'ombre, une chose les relie. Leurs certitudes vont bientôt voler en éclats. Voilà. J'aime bien parce que pareil, encore une fois, ça ne dit pas trop sur ce qui va se passer et sur l'univers, mais je trouve que l'univers a l'air hyper intriguant et original. Donc j'espère me laisser encore une fois emporter dans un univers de Christelle Dabos. Ensuite, le 9 novembre, c'est un livre en anglais, le nouveau Haruki Murakami, qui s'appelle The City and its Uncertain Walls. Lui, c'est vraiment le résumé qui m'a donné trop envie. J'ai commencé à le lire en anglais, je me suis dit waouh, enfin lire le résumé en anglais, et je me suis dit vraiment celui-ci, il faut que je vous en parle dans cette vidéo. C'est écrit, nous commençons par un jeune couple anonyme, un garçon et une fille, adolescents amoureux. Un jour, elle disparaît, et son absence le hante pour le reste de sa vie. Ainsi commence une recherche de cet amour perdu qui emmène l'homme dans la cinquantaine, dans un voyage entre le monde réel et un autre monde, une ville fortifiée mystérieuse, peut-être imaginaire, où errent les licornes, où un gardien détermine qui peut entrer et qui doit rester derrière, et où les ombres se détachent d'elles-mêmes. À l'écoute de ses propres rêves et prémonitions, l'homme abandonne sa petite vie à Tokyo et s'aventure dans une petite ville de montagne où il devient bibliothécaire en chef pour en apprendre plus sur les circonstances mystérieuses entourant l'homme qui occupait ce poste avant lui. Au fur et à mesure que les saisons passent et que l'homme devient de plus en plus incertain quant aux frontières poreuses entre ces deux mondes, il rencontre un étrange garçon qui l'aide à voir ce qui lui manque depuis toujours. Je suis hyper intriguée, j'aime beaucoup les livres qui viennent un petit peu flouter la barrière entre rêve et réalité, et ça a l'air d'être le cas avec celui-ci. Le 12 novembre, on a le tome 3 de Light Lark qui sort, qui s'appelle Sky Shade de Alex Astor. Je vous donne pas le résumé du tome 3, bien évidemment, parce que c'est pas l'objectif si jamais vous n'avez lu ni le tome 2 ni le tome 1, mais pour le tome 1, on y suit la compétition du centenal. L'objectif c'est de rompre une malédiction et pour ça un des participants doit mourir. Ça a lieu tous les 100 ans sur l'île maudite de Lightlark et voilà, durant laquelle les souverains des 6 royaumes doivent participer. Et voilà, là on va y suivre donc cette nouvelle édition du centenal, sauf que rien va se passer comme les éditions précédentes et on va avoir un triangle amoureux, plein de choses qui se passent. J'avais beaucoup aimé le tome 1, malheureusement j'ai été extrêmement déçue par le tome 2, que j'ai vraiment pas apprécié, donc je sais pas encore si je me laisserai tenter par le tome 3, mais j'irai regarder des avis et en fonction, je pense que je le lirai ou pas. Le 13 novembre, on a la nouvelle édition anniversaire du Sorceleur. Donc moi j'ai déjà la première qui regroupe le tome 1 et le tome 2, et là ils en sortent une nouvelle qui va regrouper le tome 3 et 4, donc Le sang des elfes et Le temps du mépris. Je trouve ces éditions absolument magnifiques. Alors elles coûtent un bras, hein, honnêtement, elles coûtent 50 € l'édition, je crois, mais c'est vraiment des éditions collector absolument sublimes. Le travail éditorial dessus est fou, et je pense clairement que j'achèterai le deuxième tome parce que je veux tous les avoir dans ma collection. Ensuite, le 19 novembre, on a trois sorties VO. Le premier, c'est The Songbird and the Art of Stone de Carissa Broadbent, qui est le tome 3 de The Crown of Nyaxia, donc la saga dont le premier tome est Le Serpent et le Descendant de la Nuit, il me semble. Donc là, c'est le tome 3 qui vient démarrer une nouvelle duologie, puisque c'est un peu comme Le Pont des Tempêtes, où la saga se construit en fonction de duologie à chaque fois autour de couples. Donc on a eu les deux premiers tomes sur nos deux personnages principaux, je vous donne pas les noms au cas où, et là on a deux nouveaux personnages qui vont être au cœur des deux prochains tomes. Je vous donne que le résumé du tome 1, bien évidemment, parce qu'encore une fois, je ne vais pas vous spoiler la suite. Mais voici donc le résumé du Serpent et Descendant de la Nuit. Vampire comme humain, notre vie dépend de ces trois règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours protéger son cœur. Aurelia, fille adoptive et humaine du roi vampire des Descendants de la Nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie.
Face aux féroces guerriers venus de 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Auréa va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Auréa, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Auréa va voir toutes ses certitudes voler en éclats. J'avais beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, j'avais surtout adoré le tome 1, j'avais bien aimé le tome 2, et j'ai trop hâte d'entamer ce 3e tome. J'ai eu la chance de l'avoir en avant-première sur NetGalley, donc là je vais pas tarder à l'entamer puisque je vous filme un vlog où je lis tous les services presse que j'ai eu sur NetGalley, et celui-ci en fait partie, donc vous pourrez avoir mon avis normalement sur ce tome 3 avant qu'il sorte, ce qui est plutôt cool, j'espère l'aimer du coup. Ensuite, une autre fantasy qui sort toujours le 19 novembre, on a The Last Hour Between Words de Melissa Caruso. Celui-ci c'est encore de la VO pour le coup, et le résumé est très intriguant puisqu'il nous dit « Dans les Deep Echoes, personne ne peut vous sauver ». L'enquêteur vedette Kembral Thorne passe quelques heures loin de son nouveau-né. Elle veut juste se détendre et profiter de la fête de fin d'année. Mais quand les gens commencent à mourir, elle doit se mettre au travail. Surtout quand elle découvre que des forces mystérieuses plongent toute la fête à travers des couches de réalité et dans un cauchemar. Une couche en dessous, ce n'est pas grave, restez vigilant et tout ira bien. 2-3 couches plus bas, les lois naturelles deviennent négociables et les choses deviennent étranges. 4 couches plus bas, il y a des créatures avec des yeux dans les dents. La plupart des gens qui tombent aussi loin ne reviennent jamais. Heureusement, Kem n'est pas la plupart des gens. Mais alors que les puissances cosmiques s'alignent et que l'heure se fait tard, elle devra travailler avec son ennemi terriblement convaincant, le célèbre cambrioleur Rika Nonsuch, pour avoir une chance de sauver sa ville, mais pas sa nuit de congé. Voilà, le résumé a l'air très cool, j'aime bien le concept d'avoir différentes couches et plus tu descends un peu comme les cercles des enfers, et pire c'est. Et enfin le dernier qui sort le 19 novembre, je l'ai puisque je l'ai reçu dans une box Fairy Loot, mais il sort seulement le mois prochain, et c'est donc The Elf King de Melissa Landers. J'avais lu le résumé quand j'ai reçu la Fairy Loot et je me suis dit que ça avait l'air très cool, j'aime trop la vibe. C'est écrit « Un roi le jour, une ombre la nuit. La grande trahison a tout changé pour le royaume allié. Il y a bien longtemps, les maisons nobles du royaume se sont soulevées contre la déesse, et pour leur trahison, le premier-né de chaque famille noble a été maudit. Un avec une beauté périlleuse, l'autre avec une connaissance destructrice, un autre avec une soif de sang insatiable. Mais la maison Mortara reçut la pire affection de toutes. Car si le roi existe le jour, il disparaît dans le néant la nuit, jusqu'à son 21e anniversaire, où il sera à jamais perdu dans l'ombre. Ça a l'air trop bien déjà. Maintenant, une acolyte est arrivée à la cour. Comme tous les deuxièmes-nés du royaume allié, elle est destinée à servir la déesse et à devenir voyante. Seulement, Cerise Solon n'a aucun don de prédiction. En fait, elle n'a aucun don magique. Au lieu de cela, elle est entourée de courtisans et de prêtres, des courtisans dont le cœur est rempli de secrets et de mensonges. Et au centre de tout cela se trouve sa majesté Kian Hannibal Mortara, avec ses yeux obsédants, sa langue acérée et sa capacité infaillible à faire battre son pouls dans les pires moments possibles. Tomber amoureux de lui est impensable, parce que le roi est le dernier de sa lignée, et alors que le spectre de son 21e anniversaire et la pleine force de la malédiction approchent, le royaume retient son souffle. Il n'y a qu'une seule façon de sauver un roi mourant, et elle appartient à celui qui cache le plus grand secret de tous, Cerise. Alors oui, elle s'appelle Cerise. Moi, ça me fait penser à Cerise de Groupama, mais voilà, original. Et on passe au mois de décembre. Là, il n'y a que 4 livres dont je veux vous parler, donc ça devrait aller plus vite. Et c'est que de la VO, parce que on n'a pas encore reçu les programmes de parution des livres en français. Et en tout cas, j'ai rien vu, et même en cherchant sur internet, j'ai pas vu grand chose en sortie VF pour le mois de décembre pour le moment. Le 3 décembre, on a un livre qui s'appelle Private Rights de Julia Armfield qui sort. Et le résumé nous dit « Il pleut depuis longtemps maintenant, si longtemps que la terre s'est remodelée et que les anciens rituels et religions reviennent en pratique. Les sœurs Isla, Irène et Agnès n'ont pas parlé depuis longtemps lorsque leur père, un architecte aussi cruel que vénéreux, meurt. Sa mort offre aux sœurs l'occasion de se réunir d'une nouvelle manière. Dans la grande maison de verre dans laquelle elles ont grandi, la création la plus célèbre de leur père, les sœurs trient les secrets et les souvenirs qu'il a laissés derrière elles, jusqu'à ce que leur lien fragile soit brisé par une révélation dans son testament. Les sœurs sont plus éloignées que jamais et leur vie devient incontrôlable. La relation d'Irène est tendue, l'ex-femme d'Isla n'arrête pas d'appeler et la cynique Agnès tombe amoureuse pour la première fois. Mais quelque chose d'encore plus sinistre pourrait se produire, quelque chose lié à la disparition de leur mère, il y a longtemps, et aux étrangers qui ont toujours semblé particulièrement intéressés par la vie des sœurs. Bientôt, il devient clair que les sœurs ont été choisies dans un but très particulier, aux implications bouleversantes pour leur famille et leur monde en péril. Voilà, ça a l'air très cool, et pour le coup, je connais pas du tout cette autrice, donc ça serait une première si je décide de me le procurer. Ensuite, par contre, on a une autrice que j'aime beaucoup, et en plus, on a comparé ce livre à une série que j'avais beaucoup aimée. Il sort le 10 décembre, et c'est What the Woods Took de Courtney Gould, et c'est comparé à la série Yellow Jacket, puisque c'est écrit « Yellow Jacket rencontre Girl Interrupted lorsqu'un groupe d'adolescents en difficulté, participant à un programme de thérapie en pleine nature, se retrouve bloqué dans une forêt pleine de monstres désireux de prendre leur place. » Devin Green se réveille au milieu de la nuit et trouve 2 hommes dans sa chambre. Habituée des bagarres, elle appelle ses parents adoptifs à l'aide.
Mais il devient vite clair qu'il s'agit d'un enlèvement planifié. Un enlèvement auquel tout le monde, sauf Devin, s'est inscrit. Elle a été poussée dans une camionnette et conduite au plus profond des bois de l'Idaho, où elle a été déposée avec une cohorte d'adolescents tout aussi confus. Finalement, 2 animateurs du camp les informent qu'ils ont tous été inscrits à un programme de thérapie expérimentale. Si les campeurs parviennent à changer leurs habitudes autodestructrices et à survivre à une randonnée de 50 jours à travers la nature, ils sortiront de l'autre côté avec une meilleure version d'eux-mêmes. C'est du moins ce que disent les conseillers. Ouais, il y a vraiment une vibe de Yellow Jacket, j'aime trop. Et d'une autre série que j'ai regardée aussi avec la même vibe, mais je me rappelle plus du titre. Devin est immédiatement déterminée à s'échapper. Elle est également déterminée à ignorer Sheridan, le tyran à la boucle cruelle et aux cheveux lavandes qui se moque de chaque exercice de groupe. Il y a quelque chose d'étrange dans ces bois. Des visages inhumains apparaissent entre les arbres, des visions de personnes qui ne devraient pas être là clignotent dans les feuilles, et lorsque les campeurs se réveillent et découvrent que les 2 moniteurs ont disparu, la thérapie devient le moindre de leurs problèmes. Bloqués et livrés à eux-mêmes, les adolescents se rendent vite compte qu'ils devront se faire confiance s'ils veulent survivre. Mais ce qui se trouve dans les bois n'est peut-être pas aussi dangereux que ce que les campeurs se cachent les uns aux autres. J'aime trop ce genre de truc de au final ils ont plein de secrets et c'est les secrets qui vont faire tout péter. Et si les monstres parviennent à leur fin, personne ne sortira vivant des bois. Ça a l'air trop bien. Franchement, je pense que de tous les livres que je vous ai présentés, c'est un de ceux qui me tente le plus parce que le résumé a l'air fou. Et les 2 derniers qui sortent en décembre sortent le 24 décembre. Et le premier, c'est un que j'attends depuis un moment, parce que ça fait plusieurs fois qu'il est repoussé. C'est le tome 2 de Iron Widow de Xiran J. Zhao, qui s'appelle Heavenly Tyrant. Donc comme d'habitude, je vous ai mis le résumé du tome 1, mais je l'avais trop aimé. Et ça fait, je pense, bien plus de 2 ans qu'on attend maintenant le tome 2. Donc bon, peut-être même 3. Je sais pas. En tout cas, en anglais, je pense qu'il est sorti il y a bien 3 ans. Les frontières du Axia sont défendues par les chrysalides, gigantesques machines pilotées par les énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas, les combats sont violents, et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetian s'engage dans l'armée. Son objectif, venger sa sœur en tuant le pilote responsable de sa mort. Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetian devient alors une veuve de fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le plus dangereux et controversé du Axia. Bien décidé à rester en vie, Zetian compte profiter de son nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse. Dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées. Et il me semble que c'est un retelling basé sur l'histoire de la première impératrice de Chine, qui s'appelait aussi, je crois, Wu Zetian, si je me rappelle bien. J'avais lu un autre retelling d'ailleurs de l'histoire de cette impératrice, je crois. Et enfin, le dernier livre que je voulais vous mentionner est dans une vibe complètement différente. C'est un petit peu tueur en série, Dark Academia, tout ça. Ça se passe à Édimbourg, en Écosse, en 1828 et ça s'appelle The Resurrectionist de A. Ray Dunlap. Met en issue donc le personnage de James Willoughby, je pense que ça se prononce pas du tout comme ça, Willoughby, je ne sais pas, à Édimbourg, en Écosse, en 1828. Il est naïf mais déterminé et a abandonné sa vie chic et protégée à Oxford pour poursuivre le rêve de sa vie, étudier la chirurgie à Édimbourg. Phare brillant de la découverte médicale à l'ère des nouvelles lumières, l'université de la ville offre tout ce que James désire, à l'exception de la possibilité de travailler sur un cadavre humain. Pour cela, il doit rejoindre l'une des écoles privées de Sergeant Square, à un coût qu'il ne peut pas se permettre. En désespoir de cause, il conclut un accord avec Annerine Nye McKinnon, un jeune dissectionniste fringant, doté d'un œil d'artiste pour l'anatomie et d'une passion téméraire pour la connaissance. Nye promet de l'aider à acquérir l'expérience chirurgicale dont il rêve, mais James ne tarde pas à se rendre compte qu'il a conclu un marché avec le diable. Nye est un voleur de corps, et James est devenu involontairement son complice. Enivré par Nye et sa noble mission, James descend rapidement dans les rangs clandestins des résurrectionnistes, les voleurs de corps tristement célèbres pour avoir volé des cadavres frais dans les cimetières pour les utiliser comme spécimens anatomiques. Avant qu'il ne s'en rende compte, James est pris dans un plan de vie ou de mort, alors que des gangs rivaux de voleurs s'affrontent dans une course morbide pour le pouvoir et le prestige. James et Nye se retrouvent bientôt dans la ligne de mire d'un duo d'opportunistes louches et sans scrupules, connus sous le nom de Burke and Hare, qui sont déterminés à accaparer le marché quel qu'en soit le prix. Ces personnages peu recommandables feront tout pour battre la compétition pour les corps, même s'il s'agit d'un meurtre de sang-froid. Délicieusement macabre et divertissant, The Resurrectionist combine réalité et fiction dans un récit exaltant sur les risques et les récompenses de la recherche scientifique, les passions de ses pionniers les plus audacieux et l'anatomie du désir humain. Il a l'air absolument trop bien, il est super bien noté, en plus je crois les premiers avis sont très positifs. Donc voilà, et voilà qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'il y a des livres dont j'ai parlé qui vont vous tenter, même si pas trop quand même, attention à votre porte-monnaie. Mais voilà, et puis n'hésitez pas à me dire s'il y en a que j'ai pas mentionné, qui vous intéressent pour les mois de novembre et décembre. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.